Bienvenue pour la route du Rhum. On est très heureux nous d'être à Saint-Malo avec ce beau bateau qui est le nouvel Initiative Cœur. La route du Rhum, c'est la transatlantique en solitaire qui part de Saint-Malo tous les 4 ans depuis 1978 entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Chaque année, la route du Rhum part le premier week-end de novembre. On part aussi tard pour ne pas arriver trop tôt en Guadeloupe, pour arriver après la période cyclonique. C'est une course absolument mythique, avec 4 catégories de bateaux essentiels. Les IMOCA, la catégorie dans laquelle on est, ce sont les monocoques, notamment qui font le Vendée Globe. Il y a ensuite les classes 40, qui sont des monocoques plus petits, de 40 pieds. Il y a ensuite les multicoques géants, ceux qui arriveront les premiers, mais chaque classe de bateau a son classement, donc qu'on appelle les ultimes. Il y a ensuite 2 autres classes, qui sont des classes où il y a plus des histoires personnelles, des bateaux un peu anciens, qui sont les Rhum multi et les Rhum mono. En IMOCA, on n'a pas le droit au routage météo, c'est-à-dire que SAM et les autres concurrents de l'IMOCA vont choisir leur route et faire leur analyse météo eux-mêmes. C'est le cas aussi en classe 40. Par contre, les multicoques, les ultimes et les multi 50 ont le droit au routage météo. En revanche, contrairement au Vendée Globe, on a le droit à une escale technique. Donc si on a une avarie importante, on peut s'arrêter par exemple à Madère, aux Canaries, voire aux Açores. Alors voici le nouvel Initiative Cœur. C'est un bateau qu'on a mis à l'eau le 30 juillet, donc qui est encore récent. C'est une évolution du bateau d'Armel Tripon sur le précédent Vendée Globe, et parce qu'on considérait également que c'était un bateau qui avait un coup d'avance, en raison notamment de cette forme de carène bien particulière, hein, une carène de ce qu'on appelle de SCO, avec une étrave très volumineuse et spatulée. L'objectif étant que le bateau n'enfourne pas. Il faut savoir qu'on a 7 voiles différentes à l'avant. La plus petite fait 25 mètres carrés, la plus grande fait 400 mètres carrés. Vous imaginez bien qu'on ne les utilise pas dans les mêmes conditions. Donc, quelle voile, à quel moment, tout ça, ça va être énormément de travail, énormément d'analyse. Le bateau a des axes instrumentés, des capteurs d'effort, de la fibre optique dans les foils, des capteurs d'effort dans les étais, dans les bas-stacks, un petit peu partout. Et toutes ces données, elles sont enregistrées à chaque fois qu'on navigue. Et pour l'instant, on a quand même encore assez peu navigué avec ce bateau qui a été mis à l'eau fin juillet. On va faire un petit tour des forces en présence en IMOCA pour voir nos principaux concurrents. Alors, il y a quand même une spécificité sur cette route du Rhum, c'est que dans les 4 classes dont je vous ai parlé, le tenant du titre remet son titre en jeu dans la même classe que celle où il a gagné l'année dernière. En IMOCA, c'est Paul Meillat qui avait gagné il y a 4 ans, qui sera à nouveau présent à bord de Biotherme cette année. En multi 50, c'est Armel Tripon qui avait gagné il y a 4 ans, qui sera à nouveau présent en multi 50 sur les petits doudous. Il y a 4 ans, en classe 40, c'était Johan Richaube qui avait gagné, qui sera à nouveau présent sur Arca Paprec. Et en ultime, c'est Francis Joyon qui avait gagné à bord de Hidec et qui sera à nouveau présent à bord de Hidec. Donc à côté de nous, on a l'Amicaline. Alors c'est un bateau qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est l'ancienne Initiative Cœur. C'est le bateau avec lequel Sam a fait le précédent Vendée Globe avec cette épopée, avec l'escale en Afrique du Sud et la fin du Tour du Monde hors course. Donc le bateau a été racheté par Arnaud Boissière. Une des particularités aussi de cette route du Rhum, c'est qu'il y a déjà 7 IMOCA neufs. La compétition va être particulièrement relevée, on va en voir quelques-uns. Il y a Maître Coq. Alors Maître Coq qui est un peu comme nous, une évolution d'un bateau existant qui va être skippé par Yannick Bestaven. Il n'est autre que le vainqueur du dernier Vendée Globe. Alors on voit encore toujours la problématique d'essayer d'abriter au maximum les cockpits. Là, on voit que le cockpit étant intégré au pont, on n'a pas de vision vers l'avant. On l'a un petit peu sur les côtés, mais on a beaucoup moins de vision panoramique que ce qu'on peut avoir sur Initiative Cœur. Apivia, c'est sans doute le grand favori. C'est un bateau qui avait été fait pour le précédent Vendée Globe, qui est extrêmement bien préparé, extrêmement bien mené par Charlie Dalin, qui, contrairement aux bateaux neufs comme le nôtre ou comme celui d'Yannick Bestaven, est déjà complètement fiabilisé. Il a déjà tout le mode d'emploi de son bateau. Et ça fait 2 ans qu'il domine le circuit. Donc là, on a le bateau de Maxime Sorel. Celui-ci, c'est un bateau qui est une parfaite réplique du bateau Apivia de Charlie Dalin. Donc pareil, avec un choix de cockpit très fermé. Comme nous, c'est un bateau qui a été mis à l'eau cette année,
qui a quand même été mis à l'eau un peu plus tôt que nous, donc qui a un peu plus navigué. Charal, par contre, est un plan intégralement nouveau qui a été dessiné par le même architecte que notre bateau, qui est Sam Manoir. Alors on voit bien qu'il est allé encore plus loin dans l'étrave très volumineuse et très spatulée à l'avant, mais toujours avec cette même volonté qui est de ne pas enfourner. Les formes de foils, vous voyez, c'est une jauge open, donc elles peuvent être relativement différentes. Vous voyez des foils qui vont être plus ou moins verticaux, plus ou moins arrondis, toujours dans la recherche de bons compromis entre la stabilité du vol et la puissance et la vitesse absolue du bateau. En plus d'avoir une puissance supplémentaire, le bateau se soulève sur ses foils et donc le foil porte le bateau et donc la traînée de coque est considérablement diminuée. C'est comme si le bateau pesait 2, 3, 4, 5, 6 tonnes de moins par moment. Comme ce qui fait la performance d'un bateau, c'est son rapport poids-puissance, vous avez compris pourquoi la performance des IMOCA a complètement explosé depuis l'arrivée des foils. Sur nos bateaux, la jauge, donc le règlement, nous interdit d'avoir des plans porteurs sur les safrans. C'est-à-dire qu'on peut se soulever sur le foil, mais ça va soulever le bateau plutôt vers l'avant, de l'avant. Et l'arrière du bateau reste en contact avec la surface de l'eau car il est interdit de mettre sur les safrans des plans porteurs, c'est-à-dire des ailettes qui feraient que le bateau pourrait se soulever sur 2 points. Là, sur Charal, j'irais pour essayer de remettre un petit peu de portance sur l'arrière, ils ont implanté les safrans en V. Sur les autres bateaux, les safrans sont quasiment parallèles. Là, sur ce bateau-là, on voit que les safrans partent vers l'extérieur. Donc on comprend bien que quand le bateau va naviguer et que les 2 safrans seront dans l'eau, il y aura une composante verticale vers le haut qui permettra de soulager légèrement l'arrière du bateau. Là, on a le bateau de Kevin Escoffier, donc Kevin Escoffier qui repart en vue du Vendée Globe 2024, comme nous sur un bateau neuf qui est une évolution d'un plan existant qu'il a mis à l'eau récemment. Mais Kevin, on se rappelle tous de son histoire sur le Vendée Globe 2020-2021 où son bateau s'était brisé en deux dans les mers du Sud et où il avait été secouru par Jean Le Cam. Bon, bah ça l'a pas refroidi. Il a un nouveau bateau, un très beau bateau, très performant, un peu dans la même config que nous. Il l'a mis à l'eau un petit peu plus tôt, mais ce sera un concurrent à suivre de très près. Donc là, on a les Multi 50. Les Multi 50, c'est la classe de multicoque. Donc ce sont tous des trimarans plus petits que les ultimes. Ce sont des bateaux très rapides, très performants parce que contrairement à un IMOCA, ils n'ont pas de quille. Donc ils ont une puissance qui est importante sans avoir besoin du poids d'une quille. Donc c'est pour ça que ces bateaux sont extrêmement rapides. Ils sont aussi un petit peu casse-gueule, comme on dit. Donc la charge en termes de stress pour les skippers est très élevée sur ces bateaux-là. Il faut qu'ils soient constamment sur le qui-vive pour éviter le chavirage. Donc là, on arrive dans l'autre bassin, dans lequel il y a la classe notamment des classes 40. C'est la classe la plus nombreuse au départ de cette route du Rhum, avec des bateaux extrêmement performants et homogènes. Alors ce qui est intéressant dans cette classe, c'est que c'est des bateaux plus simples que les IMOCA. Ils sont en fibre de verre et pas en fibre de carbone. Ils n'ont pas de foil, ils n'ont pas de quilles pendulaires. C'est aussi une classe qui est plus accessible technologiquement. Donc on voit des profils de marins qui sont par exemple en reconversion. Alors c'est le cas d'Aurélien qui était champion du monde de ski extrême, mais c'est le cas de Jean Galfione qui a été champion olympique de saut à la perche. Et donc on voit bien les formes très caractéristiques de ces bateaux à l'avant qui sont à la fois très spatulés et très larges. L'idée étant, comme on le fait maintenant en IMOCA aussi, d'éviter que le bateau n'enfourne dans les vagues, mais que tout ce volume et cette spatule ressortent le nez du bateau pour éviter de prendre des coups de frein en fait. Donc là on arrive dans la catégorie des ultimes. Donc ces bateaux ils ont beaucoup de spécificités. Déjà ils sont très grands, ils font à peu 32 mètres. La classe ultime limite la taille des bateaux à 32 mètres de long et 23 mètres de large. En plus ce sont des bateaux complètement volants. C'est-à-dire depuis quelques années, on a commencé à faire voler les bateaux pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où un bateau vole et n'est plus en appui que sur quelques mètres carrés d'appendice, la traînée de coque est effacée et donc on arrive à, je dirais c'est un peu notre mur du son et on arrive à aller beaucoup plus vite. Donc ça fait des bateaux très spectaculaires, également très technologiques en termes de performance. Il est possible que les premiers mettent moins de 6 jours sur ces bateaux-là, quand les premiers en IMOCA seront plutôt autour de 10-11 jours. Et un autre enjeu sur ces bateaux-là qui va
qui va être compliqué pour les marins, c'est de les mener en solitaire. Vous voyez, la puissance des bateaux induit des efforts dans les écoutes, dans les cordages extrêmement élevés et des tailles de voile à préparer, à hisser, qui sont également très importantes. Donc il va y avoir un enjeu encore plus que dans les autres classes de savoir quand changer de voile, quand réduire, parce qu'il ne s'agit pas de faire la manœuvre dans un sens et de la refaire dans l'autre. La perte est à la fois en performance et en énergie est très importante le temps d'une manœuvre. Donc il va falloir à tout prix limiter ça. Alors là, on arrive à un bateau absolument mythique qui était le bateau de Florence Artaud. Florence Artaud qui a gagné la Route du Rhum en 1990 sur ce bateau qui s'appelait Pierre Ier et qui avait déjà ses couleurs dorées. Je pense qu'on a tous en tête les images de Florence Artaud qui arrive sur ce bateau-là à Pointe-à-Pitre. Et pour lui rendre hommage, malheureusement, vous savez que Florence Artaud est décédée il y a quelques années sur le tournage d'une émission de télé. Et pour lui rendre hommage, il y a un film qui va s'appeler Flo, qui est en train d'être tourné. Et Philippe Poupon, qui est le double vainqueur de la Route du Rhum, a décidé de participer cette année à la Route du Rhum sur le bateau de Florence Artaud, qu'il a remis en état, qu'il a remis aux couleurs, qu'il a appelé Flo. Alors il va courir dans une autre classe que celle que je vous ai présentée, qui est la classe des Rhum Multi. Il y a deux classes, j'irai un peu plus avec des bateaux vintage, voire des amateurs, qui sont les Rhum Multi et les Rhum Mono. Et donc Philippe Poupon va partir sur ce bateau-là. Et finalement, dans la classe des Rhum Multi, il fait figure de favori à bord de ce bateau. Donc voilà la flotte de cette Route du Rhum. Hein. Rendez-vous le 6 novembre à 13 h. Le spectacle avec ces bateaux, avec le nombre de bateaux, va être absolument magnifique. Et puis, entre 6 jours pour les ultimes, 11 jours pour les IMOCA, un peu plus pour les autres, on se donne rendez-vous à Pointe-à-Pitre.